Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous allons devoir commencer le panel de discussion qui porte sur l'autonomisation économique des femmes en situation de crise multiple. C'est un thème que nous allons débattre avec 4 panélistes. Je crois que le 4e n'est pas là finalement, c'est M. Bakary Samb. Donc, la panéliste principale, c'est Odile Ndoumbe Faye. Voilà. Elle est au bureau de la CEDEAO à Dakar. Odile Ndoumbe Faye est titulaire de PhD en sociologie de l'Université Gaston Berger du Sénégal. Elle a un diplôme en information et communication, en sciences de l'information et de la communication de l'Université Cheikh Anta Diop et un autre diplôme post-universitaire en management de ressources humaines au CESAC, qu'elle a obtenu au niveau du CESAC à Dakar. Odile est présentement au bureau de la CEDEAO à Dakar et c'est elle qui va nous présenter à titre principal ce panel sur l'autonomisation économique des femmes en situation de crise multiple. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Bonsoir, chers participants. Permettez-moi encore une fois de remercier le CRDI et le CRES de nous avoir associés à cet exercice, particulièrement sur le thème que nous développons aujourd'hui, l'autonomisation des femmes dans des contextes de crise multiples. Comme vous le savez, la CEDEAO rassemble 15 États membres et aujourd'hui, le contexte sécuritaire global de l'Afrique de l'Ouest se complexifie de jour en jour. Et aujourd'hui, on note une nette diminution des guerres civiles, certes de grande ampleur, comme on en connaissait par le passé, mais également nous avons une situation plus complexe avec l'enchevêtrement de menaces multiformes et complexes telles que les coups d'État, les pandémies, les conflits électoraux, les trafics d'armes et de drogue, le blanchiment de capitaux, la traite des personnes, la cybercriminalité et la contrefaçon de tout type de produits. Également, on note que le phénomène du terrorisme et son financement constituent un important bourbier sécuritaire pour les 15 États membres de la CEDEAO. Je dois dire, pour le préciser, que l'essentiel du budget de la CEDEAO va vers la prévention et la résolution des conflits. C'est pour dire que le défi sécuritaire, il est important dans notre région. Et donc, le terrorisme surtout et son financement constituent un important bourbier sécuritaire pour les États membres de la CEDEAO, notamment ceux qui se trouvent dans la zone du Sahel central. Je veux citer le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et également, les attaques terroristes se multiplient et sont étendues à plusieurs États membres de la CEDEAO, comme je l'ai dit, au niveau du Sahel central, mais de plus en plus, la tendance est d'aller vers les pays côtiers. Donc, ça veut dire que le problème de défi sécuritaire, il est là. Qui me guide là? Parce que je ne vois pas. C'est juste pour demander de passer. Ah, voilà, merci beaucoup. Alors, les défis sécuritaires, nous en avons à plusieurs niveaux. Au niveau des conflits. L'autre niveau, c'est vraiment dans le cadre des changements climatiques. Et le 3e niveau, c'est dans le cadre de la pandémie que nous avons connue. Donc, pour parler de crise liée aux conflits, les conflits, on le sait, armés dans nos pays, ils ont un impact très négatif sur l'intégration économique et sociale de notre région. Nous savons que les conflits provoquent une stagnation des activités économiques et nous savons également que l'essentiel des femmes de l'Afrique de l'Ouest s'activent dans le commerce informel et sont surtout dans le commerce aussi transfrontalier. C'est-à-dire, elles quittent leur pays pour aller dans un autre pays, dans un contexte parfois extrêmement délicat, parce que simplement, quand il y a un conflit dans des pays, il y a une stagnation de l'activité économique, il y a la déstabilisation également des marchés nationaux et régionaux, il y a le ralentissement de la production agricole, parce qu'il est très difficile de sortir pour se donner à des activités de production. Il y a la destruction des ressources en eau également,
Il y a également des routes, les chemins de fer, c'est-à-dire les moyens de transport également sont bloqués. Les infrastructures de communication ne marchent pas. Les écoles sont fermées. Les structures sanitaires également sont souvent attaquées. Et donc, cela entraîne pour nous, au niveau de la CEDEAO, une nette détérioration du capital humain parce qu'aujourd'hui, la vision 2050 de la CEDEAO est arrimée à l'amélioration du capital humain. Et quand on parle de capital humain, on parle aussi des catégories les plus vulnérables, notamment les femmes, les filles et les enfants. Next slide, s'il vous plaît. Alors, parlons de la pandémie. Nous avons vu que la pandémie a eu des répercussions graves et immédiates sur le capital humain au niveau de l'espace CEDEAO. Nous avons connu la fermeture des écoles. Nous avons même enregistré des abandons scolaires. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de mariages d'enfants qui se sont produits pendant cette période parce que seulement échappant au contrôle de la communauté, des mariages ont été liés, etc. dans certains pays. Nous avons également connu le chômage de pas mal de personnes qui étaient en activité et notamment les femmes qui étaient dans l'activité économique. Nous avons connu le ralentissement de l'activité économique de façon générale, l'augmentation des travaux de soins, nous en avons beaucoup parlé durant ce colloque, les violences basées sur le genre également, une résurgence des violences basées sur le genre. ONU Femmes, selon une étude, a montré que l'essentiel des femmes, dont la plupart s'activent dans le secteur informel, a été durement éprouvée par la pandémie de la COVID-19. Et pour la plupart, elles sont dans la transformation agricole, comme je l'ai dit, quand il y a une crise, il y a le système agricole, le secteur agricole est bloqué. Elles étaient également dans le secteur halieutique, dans l'élevage, dans la production artisanale, ainsi que dans le petit commerce et le travail de domestique de maison. Donc, tous ces secteurs ont été éprouvés durant la pandémie. C'est pour dire simplement que l'autonomisation des femmes dans les contextes de crise est extrêmement difficile. On passe au prochain slide. L'autre crise, en tout cas, que nous avons notée et qui affecte aussi les activités des femmes, c'est que la région de la CEDEAO, comparée vraiment à l'image des autres pays, est exposée aux questions de changement climatique et elle est particulièrement vulnérable aux manifestations de ces changements qui, si rien n'est fait, en tout cas, si on voit la tendance aujourd'hui qui se dessine, si rien n'est fait d'ici là pour justement trouver des solutions à ces changements climatiques, nous allons assister à la montée du niveau des mers, l'aggravation de la désertification, les inondations. Nous savons comment les femmes essayent de survivre quand il y a des inondations avec les familles, l'érosion des zones côtières, la sécheresse, la hausse des températures, la réduction des disponibilités en sources en eau. Donc, cela augmente également le temps de travail de la femme pour aller collecter de l'eau. La vulnérabilité climatique est une grosse risque parmi lesquels on peut citer l'extension des zones arides, très peu de zones cultivables. Hier, je pense, on a parlé beaucoup de l'accès au foncier, comment les femmes peuvent avoir des espaces pour cultiver, mais des espaces en tout cas qui permettent vraiment de tirer profit, d'avoir des rendements. Et donc aujourd'hui, du fait des changements climatiques, il y a cette menace qui pèse en tout cas sur l'activité économique des femmes et également la question de la production alimentaire, mais également l'insécurité alimentaire. On sait que quand il y a une insécurité alimentaire également, les femmes sont au devant de la scène pour justement permettre la survie des ménages. Donc ça aussi, c'est une problématique majeure au niveau de la région. Et donc, est-ce qu'on peut aller au next slide, voilà. Donc, ce qu'on a constaté de façon générale dans le contexte des crises, c'est qu'il y a l'accès à l'éducation et à la santé est limité. De façon générale, c'est ce qui est noté. Il y a des répercussions négatives sur l'éducation et la santé parce que les crises affectent particulièrement ces secteurs-là et ce sont des secteurs vitaux au niveau de la communauté et cela entraîne vraiment disons, ça réduit la population active parce que simplement nous avons très peu de gens formés pour pouvoir être actifs dans des secteurs clés de développement. Et à long terme, ce qui se passe, c'est qu'il faut... cela nécessite beaucoup d'interventions, des périodes en tout cas de relèvement, aussi bien dans des secteurs comme l'éducation et la santé pour pouvoir surmonter en tout cas
les conséquences liées à ces crises multiples. Les coûts de l'éducation et de santé également sont réduits pendant les urgences liées aux crises, parce que simplement, il y a très peu d'opportunités de travail pour les femmes. Donc, les coûts, en tout cas, d'éducation et de santé prennent le dessus sur les opportunités, je dois dire, en matière de travail pour les femmes. Et nous avons vu également que les ressources gouvernementales, de façon générale, sont détournées de l'exécution de stratégies de développement du capital humain, qui nécessitent pourtant une mobilisation forte et continue pendant de longues périodes avant d'atteindre les résultats. Donc, on voit que les ressources sont détournées au profit vraiment de la résilience et du relèvement économique. Il y a peu d'investissement économique car l'épargne est faible et peu de soutien du secteur financier. Donc, cela affecte aussi l'accès des femmes au crédit parce que nous avons vu toutes les difficultés déjà qui se posent aux femmes dans une, disons, en période normale pour accéder à des crédits. Et cela est encore beaucoup plus difficile quand nous sommes dans un contexte de crise. Le commerce est au ralenti, je l'ai dit tantôt, avec des mesures de confinement. On l'a vécu avec Covid et des mesures d'urgence. La protection sociale aussi en souffre. Et souvent, les femmes du secteur informel, elles sont pour la plupart, sans couverture, sans protection sociale pour la plupart. C'est vrai qu'il y a des stratégies au niveau des familles, au niveau des communautés pour permettre aux femmes de pouvoir, en tout cas, en cas de difficulté, de pouvoir bénéficier d'appui. Mais globalement, il faut dire que la question de la protection sociale est un gros défi dans nos pays. Et quand on est dans un contexte de crise, la protection sociale est reléguée au second plan et l'argent va à l'aide sociale rapide pour pouvoir permettre aux familles de pouvoir faire face aux besoins du moment. Les mécanismes de financement également, je l'ai dit, donc il y a très peu de mécanismes de financement et les objectifs sont souvent pas atteints parce que simplement il n'y a pas une bonne concentration sur la question. Voilà, l'autonomisation économique des femmes dans les périodes de crise également devrait être lié également aux effets sous-jacents des conflits sur les femmes et des crises sur les femmes. Nous avons noté l'enrôlement des femmes dans les mouvements terroristes et l'extrémisme violent. Nous avons aussi noté la menace à l'intégrité physique et morale des femmes exposées aux violences basées sur le genre, je l'ai dit tantôt. La place aussi toujours faible des femmes, même dans des contextes de crise. La place toujours faible des femmes dans les organes de prise de décision et dans de prise de décision politique et économique et même dans les contextes de résolution de conflits, le décrochage scolaire et la déperdition scolaire des filles dans le contexte des crises, la protection sociale, comme je l'ai dit, et également l'absence de passerelle entre vie familiale et vie professionnelle. Nous l'avons dit, aujourd'hui, les travaux de soins non rémunérés ne permettent pas aux femmes de libérer du temps pour pouvoir s'occuper d'autres activités. Et cela est encore beaucoup plus important quand on est dans un contexte de crise. Je voudrais juste rappeler que la CEDEAO fait régulièrement des rapports sur le développement du capital humain et le dernier rapport de 2021, il montre que les zones les plus touchées par les conflits subissent des attaques visant les infrastructures de santé, d'éducation et de services publics. Et les pays dont la sécurité est menacée concernent plus d'efforts sur les dépenses de défense et de reconstruction de filets de sécurité sociale au détriment des investissements dans le capital humain. On ne peut pas parler d'autonomisation des femmes sans l'investissement dans le capital humain. C'est un préalable à tout. C'est pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus. Et ça, c'est vraiment, nous avons un programme régional intégré de la CEDEAO en matière de développement du capital humain, arrimé c'est un agenda jusqu'à 2030. Et chaque année, nous avons des indicateurs qui permettent de mesurer les efforts qui sont faits dans les États membres. Et on note donc qu'il existe une corrélation entre la performance d'un pays en matière de développement du capital humain et sa fragilité. Les pays en difficulté en raison de la fragilité et de la sécurité subissent les effets néfastes de la violence, des conflits armés et du déplacement forcé de population. Et les meilleurs pays de la CEDEAO sur l'indice agrégé de développement du capital humain, ce sont les pays les moins fragiles, tels que Cabo Verde, Gambie, Ghana et Sénégal.
Donc, c'était juste pour vous dire un peu quelle est la situation au niveau de la CEDEAO. Je vais aller à la conclusion, Madame, pour camper, c'était juste pour camper un peu les discussions du panel que nous allons avoir. En guise de conclusion, je peux dire que globalement, les indicateurs de développement en Afrique de l'Ouest montrent d'importantes disparités et des déficits en termes de croissance économique profitable aux femmes et aux hommes, de gouvernance démocratique et de respect des droits et des opportunités pour tous. Les rôles importants joués par les femmes dans le développement de l'Afrique de l'Ouest, tels que les rôles reproductifs, de gestion communautaire, dans les projets de développement, dans la prise en charge des familles et de certains secteurs comme l'agriculture, l'ingéniosité dans l'informel, ne riment pas forcément avec le statut de subalterne, voire de mineur, dans les codes de la famille, dans le pouvoir décisionnel, dans le droit à la propriété et la transmission des biens et dans l'accès à l'emploi décent et productif, dans les libertés individuelles et la protection de leur intégrité physique et psychologique contre toute forme de violence. Voilà un peu résumé la problématique de l'autonomisation, le contexte auquel nous faisons face et pour lequel il urge vraiment d'identifier les solutions nécessaires. Merci de votre aimable attention. Merci, Madame Faye. Merci beaucoup. Je pense que je vais continuer directement avec Madame Eugénie Rose Fontep. Hein? Et je dois dire que Madame Eugénie Rose Fontep, on n'a pas admis sa nationalité, mais sa biographie m'a été transmise en anglais. J'espère que je ne vais pas écorcher le contenu. Donc, elle est économiste et analyste, chercheuse analyste, et elle est passionnée de peace building, c'est-à-dire de recherche de la paix. Elle a conduit plusieurs études et des projets dans un contexte de violence, de conflit et dans des zones de fragilité telles que le Cameroun, la République démocratique du Congo, Kenya, Niger, Nigeria et en Sierra Leone, et d'autres pays également. Elle a également contribué à beaucoup de négociations de paix et dans diverses parties en zone internationale, et elle a participé à plusieurs débats dont l'objectif principal, c'était vraiment de bâtir la paix et de rechercher la paix et l'autonomisation. Donc, je pense ça, pour ne pas prendre plus trop de risques dans la traduction, pour ne pas rencontrer de faux amis, je vais vous donner la parole, Madame Rose Fontep, pour que vous répondiez à la question à laquelle je vais devoir vous donner. Je vais poser cette question-là. La question que je vais poser. Donc, je disais que je vais poser cette question qui est, vous avez conduit des travaux de recherche et soutenu des initiatives d'appui aux femmes vivant dans des zones et dans des contextes très difficiles, tels que les zones touchées par la secte Boko Haram. À votre avis, est-il vraiment possible d'œuvrer à l'autonomisation des femmes dans des contextes aussi difficiles? Quelles stratégies vous semblent être les plus aptes à avoir, les plus pertinentes et les plus efficaces pour y parvenir? Merci. Vous avez la parole. OK, merci. Permettez-moi tout d'abord de remercier et féliciter le CRES, le CRD et tous les partenaires pour cette brillante initiative. Pour revenir à la question, je vais dire que depuis hier, nous revenons sur j'ai envie de dire la division sexiste du marché du travail où les femmes semblent être déléguées ou bien être plus productives dans la reproduction, dans l'enfantement, l'entretien du ménage et toutes ces autres tâches, pendant que l'homme semble plus performant sur le marché du travail parce qu'il est supposé être le financier du ménage. Mais je veux dire que cette division sexiste dans le contexte de Boko Haram va au-delà de cette allocation des tâches ménagères à la femme, parce que dans le contexte de Boko Haram, les femmes sont instrumentalisées et elles sont utilisées comme des bombes suicidaires. Bon, s'il est vrai que dans ces contextes, certaines femmes sont forcées
de porter des bombes et de se faire exploser. Dans certains cas, elles choisissent volontairement de devenir des bombes suicidaires pour au moins 4 raisons que Blooms a caractérisées de 4 R. Le premier R, c'est la revanche. Le deuxième, c'est la relation. Le troisième, c'est la rédemption. Et le quatrième, c'est le respect. Dans le cadre de la revanche, la femme accepte de devenir bombe suicidaire parce qu'elle a subi une certaine injustice, peut-être un abus sexuel ou bien un membre de la famille a été tué, un de ses proches a été tué. Donc, elle décide de devenir bombe suicidaire pour prendre sa revanche, quoi. Dans le deuxième R, qui est la relation, elle décide d'être bombe suicidaire parce qu'elle est femme, sœur, belle-sœur d'un terroriste, quoi. Et maintenant, dans les 2 derniers cas qui sont le respect et la rédemption, c'est parce que les femmes oisives, j'ai envie de dire cela, donc qui n'ont aucune activité, cherchent à travailler et peut-être la secte lui offre la secte terroriste leur offre la seule opportunité de montrer de quoi elles sont capables, d'accord? Dans la rédemption, donc c'est qu'elles ont eu l'opportunité où elles ont échoué. Elles reviennent donc dans une seconde opportunité montrer que non, elles sont capables d'accomplir notre mission suicidaire. Donc ça, c'est le cas de la rédemption. Et finalement, dans le cas du respect, c'est parce que la société carrément les néglige, donc elles ne sont pas prises en considération, peu importe ce qu'elles font. Et pour donc imposer leur respect, elles montrent qu'elles peuvent faire exploser des bombes. Donc la société peut leur accorder plus d'intérêt si elles montrent qu'elles sont kamikazes, qu'elles sont capables de faire exploser des choses. Dans le cadre de dans ce contexte, effectivement, nous avons essayé de voir si, en impliquant les femmes dans les prises de décision, donc si la société leur accorde une certaine valeur, une certaine poids, donc leur demande leur avis ou bien leur demande de participer à la table de discussion, par exemple dans les discussions communautaires, dans les meetings qui permettent de prendre des décisions sur la sécurité de la communauté ou bien généralement les crimes au sein de leur communauté. Si on les invite donc à la table de décision, quel sera donc l'impact sur le terrorisme? Et nos résultats montrent que l'impact sera très positif parce qu'elles vont un peu agir comme des espions. Donc, si elles sont en relation avec des terroristes, elles vont fournir donc des informations aux forces de maintien de l'ordre sur des plans qui sont en train de se préparer. Par conséquent, elles vont combattre efficacement le terrorisme. Donc, c'est pour cela que nous avons décidé d'étudier dans quelle mesure inviter les femmes sur la table de décision pourrait aider à combattre efficacement le terrorisme. Étant donné qu'elles vont se sentir moins oisives, elles vont donc, j'ai envie de dire, c'est un échange de cadeaux en récompense de la valeur que la société leur accorde en prenant en compte leurs décisions ou bien leur avis dans la prise de décision. Elles vont donner des informations nécessaires ou bien des informations crédibles pour combattre efficacement le terrorisme. Entre autres, pour éviter donc l'oisiveté, nous sommes allés au-delà de ces discussions et voir comment, en offrant aux femmes des opportunités de participer aux activités génératrices de revenus, quel pourrait être l'impact ou bien l'impact sur leur vulnérabilité à être recrutées par ces différents sectes. Et nous trouvons effectivement que dans le cas du Nigeria et du Tchad, par exemple, les femmes qui ont une activité génératrice de revenus ont 2 à 3 fois plus de probabilité de ne pas être recrutées ou bien de ne pas vouloir participer au groupe terroriste comparé aux femmes qui sont en situation de chômage, donc qui sont oisives. Donc, laissez-moi terminer donc par rappeler donc j'ai envie de dire, donner un certain petit pouvoir à la femme. Quel est l'impact que le petit pouvoir qu'on accorde à la femme peut avoir sur la sécurité et le bien-être en général. Si nous faisons un flashback sur l'histoire du royaume du Dahomey, où les Amazones étaient une armée essentiellement faite de femmes et qui ont permis de garantir la stabilité du royaume pendant plus d'1 siècle, ou bien encore l'histoire du Libéria, où les femmes ont menacé de se mettre à nu si on ne mettait pas fin à la guerre civile. Et leur menace donc a permis de mettre fin à plus d'1 décennie de guerre civile au Libéria. Donc, c'est pour dire que les femmes ont le pouvoir, si le pouvoir est accordé, j'ai envie un minimum de pouvoir, bien un minimum d'intérêt est accordé à la femme, elles pourront lutter efficacement contre le terrorisme en Afrique et à travers le monde. Je vous remercie. Alors, Madame Yapo, vous êtes responsable politique dans un pays qui a traversé depuis quelques années, des difficultés du point de vue de la paix et de la sécurité, et qui pourtant est cité aujourd'hui comme un exemple en matière de croissance économique. Quelle stratégie votre ministère ou votre pays a
compte-t-il déployer pour préserver les acquis en matière d'autonomisation économique de la femme pendant ces années difficiles? Diriez-vous que ceci a également permis de mieux relancer l'économie de votre pays? Madame Yapo, vous avez la parole. Merci. Je voudrais remercier particulièrement tous les organisateurs parce que c'est une belle tribune pour le partage d'expériences au niveau des femmes. Je pense que chaque année, au mois de mars, on se retrouve à New York pour faire le point des droits de la femme. Il serait temps que dans l'espace CEDEAO, on puisse se retrouver chaque année pour faire le point de l'autonomisation de la femme. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de crises et nous espérons que nous n'allons pas en vivre encore. Il fallait à ce moment-là trouver une stratégie pour l'autonomisation de la femme. Parce que la femme est un maillon essentiel pour la suivi de la société. Et pour cela, le gouvernement ivoirien très engagé a inscrit dans sa constitution, dans les articles 32 et 35 et 37, tout ce qui touche la femme, l'autonomisation de la femme, la prise en compte du bien-être de la femme. Également, pour atteindre les objectifs, la stratégie 4 de notre PND prend en compte l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social. Pour mettre en pratique le programme social du gouvernement qui vise à impacter davantage le quotidien des populations, a mis un accent particulier sur l'autonomisation de la femme par la promotion d'un meilleur accès aux services sociaux de base. Si du chemin reste à faire, à parcourir pour réduire les inégalités entre hommes et femmes, de nombreux efforts ont toutefois été entrepris pour accélérer l'autonomisation. C'est pourquoi, après avoir ratifié plusieurs instruments, plusieurs conventions, la Côte d'Ivoire a mis en place des instruments. Et le premier instrument, c'est le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui est une volonté du président de la République. Et c'est un programme unique en son genre et dans le monde, non discriminatoire. Et c'est un instrument de visibilité et de promotion de la femme. Parce que dans cette base de données, nous avons à peu près 15 000 aujourd'hui de femmes compétentes de tout niveau. Vous avez 4 cibles dans le compendium. Il y a les femmes au cadre avec au moins un minimum de Bac+4. Nous avons les femmes de tout niveau compétentes dans leur domaine d'activité. Ça peut être une femme qui frit des beignets, une femme qui vend au bord de la route, mais qui est compétente dans son domaine. Nous avons la cible des jeunes filles diplômées avec une compétence à affiner, qui n'ont pas un premier emploi. Et nous avons les femmes compétentes de la diaspora. Donc, c'est un instrument très important pour la promotion de la femme. Nous avons également le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est un fonds mis en place par la première dame, d'un montant actuellement de 15 milliards et qui doit aller à 20 milliards pour financer les projets des femmes. Nous avons le fonds Femmes et Développement également du ministère de la Femme. Nous avons les filons sociaux productifs du ministère de la Solidarité pour aider les femmes dans la précarité à sortir de cette précarité. Et nous avons des programmes de prise en charge des enfants du fait du VIH, les OEV, comme on les appelle. Donc, il y a plusieurs instruments. Mais que peut faire une femme qui a tous ces instruments pour aller à l'autonomisation si son enfant est sous ses bras? Les enfants de 0 à 5 ans. Et c'est à ce niveau-là que la Côte d'Ivoire aussi a commencé à agir. Il fallait multiplier les structures de prise en charge de la petite enfance. Aujourd'hui, de 2011 à ce jour, il y a
vraiment les structures de prise en charge de la petite enfance ont augmenté. Nous sommes à près de 4000 structures de base de préscolaire en Côte d'Ivoire. Et dans les zones rurales, l'accent est de plus en plus mis sur les structures communautaires en zone rurale. Parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de femmes vulnérables. Et dans les zones périurbaines défavorisées, au niveau des villages, nous avons à peu près 303 structures communautaires. Comment ces structures sont mises en place? Ces structures sont mises en place par les stagiaires de l'école de formation sociale. Et en multipliant, en mobilisant la communauté à accepter. Et quand ces structures sont mises en place, après le stage de ces élèves, la structure est remise à la communauté et qui est accompagnée par l'État de Côte d'Ivoire qui affecte un fonctionnaire pour prendre en charge ces enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un enfant, si vous avez un enfant de 0 à 5 ans, que vous ne savez pas où protéger cet enfant en institution, vous n'irez nulle part. Quels que soient tous les millions qu'on va vous donner, vous n'irez pas quelque part. Je crois que dans cette salle, nous sommes beaucoup de femmes qui vivons cela. Tout à l'heure, il y a une jeune dame qui m'a dit qu'elle s'en va parce que son enfant doit sortir de l'école, elle s'en va récupérer. Elle ne peut pas terminer le colloque. Donc, voici un des freins auxquels il faut s'attacher. Maintenant, ces instruments, 3 ministères au niveau de la Côte d'Ivoire prennent en charge la question de la protection de l'enfant. Au niveau du ministère de la Femme, nous mettons l'accent sur la protection de l'enfant. Nous mettons l'accent également sur l'éducation, l'éveil de l'enfant. Mais nous mettons également, surtout, l'accent sur l'autonomisation de la femme. Parce que les 3 sont liés. C'est le triple rôle des structures préscolaires. Aujourd'hui, je pense que si nous voulons atteindre l'objectif de l'autonomisation économique de la femme, il faut investir dans la petite enfance. Il faut investir résolument dans la petite enfance et dans nos perspectives, nos structures, autour de nos structures, nous sommes en train de mettre ce que nous appelons, qu'on appelle l'association villageoise d'épargne de crédit, pour que les femmes elles-mêmes gèrent leurs ressources et comment on appelle, créer la cohésion au niveau de ces femmes et se prennent en charge. Également, nous avons eu un projet pour sensibiliser la communauté. Ce n'est pas toujours que dans nos communautés, les parents savent que l'importance du préscolaire. Donc, nous avons eu un projet sur l'éducation parentale pour accompagner les parents dans leur parentalité positive. C'est le système, la famille fait la différence. Et nous avons pu former tous nos éducateurs préscolaires. Et à partir de cette année, ces éducateurs préscolaires, partout où nos structures sont implantées, ces éducateurs préscolaires vont former les parents. D'abord, ça nous permet de réduire les violences faites aux enfants. Ça nous permet de sensibiliser aussi bien les papas que les mamans. Le plus souvent, ce sont les mamans qui prennent soin des enfants. Et dans cette éducation parentale, on inclut les parents et les papas pour qu'ils sachent que aussi quand ils reviennent du champ, ils doivent apprendre à jouer avec les enfants, ils peuvent prendre soin des enfants et réduire la pénibilité du travail, surtout le travail non rémunéré de la femme. Et voici un peu les objectifs qui sont, et comment les perspectives au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense, et je le redis encore, que cette tribune est bienvenue et je crois que ça doit nous aider. Je voudrais parler de l'espérance de la Côte d'Ivoire en période de Covid. Comment? 1 minute. Rapidement, parce que quand cette pandémie est arrivée, voilà, une pandémie, on lui a donné le nom de la Covid, parce que ça a impacté beaucoup plus de femmes. Ça, c'est...
Bon, ça a impacté beaucoup de femmes. On a dit, c'est la COVID. Moi, je préfère dire le COVID. Et quand c'est arrivé, on a fermé toutes les écoles. Les parents, surtout les mamans, étaient en désarroi. Il fallait trouver un système pour pouvoir entretenir les parents et les enfants depuis la maison. Il y a eu des capsules. On a créé ce qu'on appelait l'école à la maison à partir de la RTI. On a fait des capsules pour pouvoir entretenir les enfants sur le plan scolaire à la maison. Également, en ce qui concerne le préscolaire, nous avons fait ce qu'on appelle le programme accéléré du suivi des enfants dans les maisons. Parce qu'on a fermé, les enfants qui sont en grande section vont aller au CP1. Il faut terminer le programme avec eux. Et ça a été mis en place et je pense que ça a eu de bons résultats. Donc, voici l'expérience que je voulais partager à ce niveau-là, l'expérience de la Côte d'Ivoire. Et merci pour ce partage d'expérience. Je pense qu'on pourra aller loin si on fait comme aller à New York. Au lieu d'aller à New York, il faut qu'on se retrouve chaque année pour partager nos expériences et faire le point de l'autonomisation de la femme dans l'espace CEDEAO. Merci beaucoup, Madame Yakou. La question qui s'adresse à Madame Awanger est la suivante. Les violences basées sur le genre sont une contrainte majeure à l'autonomisation économique des femmes. En tant que coordinatrice du PASNEC, projet d'appui à la stratégie nationale d'équité et d'égalité des genres, au niveau du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, quelle stratégie de réponse votre ministère dispose-t-il pour intégrer le volet autonomisation économique comme levier de lutte contre les violences basées sur le genre? Je pense qu'on pourrait partager cette question. Merci, Madame la Présidente, la modératrice, mais ma présidente comme présidente de l'AGS, qui est un partenaire stratégique du ministère et du PASNEC. En effet, les données sur les déterminants de la violence, notamment domestique, mise en exergue par différentes études. On peut noter l'étude du laboratoire GES de l'Université de Saint-Louis comme l'étude de ONU Femmes, mais aussi les statistiques issues des boutiques de droit de l'AGS que le ministère accompagne à travers le PASNEC, confortent la forte corrélation entre la pauvreté féminine et la survenue des violences. D'habitude, dans la prise en charge des victimes et survivantes de violences, il y a un paquet de services essentiels qui est constitué de services de justice. C'est le segment sur lequel AGS agit, fait un excellent travail. Donc, les services de justice et de police, les services de santé, et des services sociaux, assistance sociale, hébergement d'urgence, aide financière, mais aussi de plus en plus, on inclut l'accompagnement économique des victimes. Mais il faut dire que dans les prestations en général au Sénégal, dans les services de prévention et de prise en charge, la dimension insertion économique occupe la portion congrue. C'est souvent négligé. Et c'est en ce sens qu'au niveau du ministère, nous expérimentons depuis 2018, d'abord à Thiès, la mise en place de la bourse économique qui obéit ainsi à une approche holistique d'offre de services aux victimes et survivantes de violences. Qu'est-ce que c'est que la bourse économique? Ceux qui ont suivi hier le panel de Mme Sow du PAREM est beaucoup revenu sur le modèle bourse économique que nous expérimentons au niveau du ministère à travers la CSO, qui est en fait un système de transfert monétaire des filets productifs qui vise à assurer les conditions de l'autonomisation économique des femmes, des ménages, à travers la création d'opportunités économiques, le renforcement de capacités et l'accompagnement. Donc, elle contribue ainsi à la résilience et à la protection sociale adaptative des ménages, groupes vulnérables, notamment des femmes victimes de violences, en leur assurant un accès aux ressources financières et donc en leur donnant un revenu minimum conformément au socle de protection sociale.
Et il s'agit donc ici d'amener les bénéficiaires, et dans le cas du PASNEC, les victimes, les femmes victimes et les filles victimes de violences et survivantes de violences, à bénéficier d'un accompagnement économique qui va leur permettre de s'inscrire dans une dynamique d'inclusion financière, parce qu'on les fait adhérer, on les renforce, on les fait adhérer à des mutuelles et on leur impose plus ou moins une épargne minimale pour leur permettre de faire leur apprentissage de bancarisation. Ainsi, la bourse économique, dans sa philosophie comme dans son mode opératoire, reste donc un objectif ici au niveau du PASNEC, est inscrit dans un objectif de prévention des violences, de relèvement des victimes et de renforcement de leur résilience. Donc, c'est un puissant instrument de protection sociale qui vraiment constitue un levier d'opérationnalisation de la protection sociale adaptative, transformatrice, qui doit trouver quand même un réceptacle dans le socle familial. Et pour ce faire, donc, il faut que les femmes aient un accès accru à tout l'éventail de crédits et de services d'encadrement, coaching, pour leur permettre de mettre en valeur leur potentiel et aussi d'aller vers l'autonomisation. Et dans le cadre du PASNEC, donc, les femmes identifiées, qui sont identifiées souvent à partir des boutiques de droit de AGS avec qui nous travaillons, bénéficient de l'appui technique et financier du PASNEC à travers le renforcement des techniques, le renforcement de capacités techniques selon une approche par la demande managériale, de financement d'AGR, de petites activités génératrices de revenus, d'accompagnement coaching, parce que c'est des cibles qui ont subi un certain traumatisme. Il faut un dispositif d'accompagnement rapproché, donc des formations en leadership, et en confiance en soi, estime de soi, et cela comme réceptacle aussi la collectivité territoriale, les services techniques, avec donc les plateformes techniques opérationnelles que nous avons au niveau local. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ce soutien technique et financier aux victimes de violences et autres femmes vulnérables, sous forme de formation, de transfert, ce que vise le projet, en fait, c'est leur garantir un processus d'acquisition de pouvoir, empowerment, qui va même au-delà de l'autonomisation économique. Pouvoir de travailler, de gagner sa vie, mais surtout d'avoir son mot à dire sur son projet de vie sociale, d'être écouté et de pouvoir participer aux choix et décisions sociales qui touchent sa famille et sa communauté. Et je pense que ça, c'est important pour les cibles que nous avons. L'expérience que nous avons menée nous a permis, on le mène depuis 2018, aujourd'hui, on a mis à l'échelle avec Kaolack, où nous sommes en partenariat avec APROFES, que tout le monde connaît, nous a permis de tirer un certain nombre de leçons apprises. La première, c'est que l'approche entrepreneuriale n'est pas une panacée dans le cadre de ces stratégies d'autonomisation des femmes victimes. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la fibre entrepreneuriale. Après formation, on a essayé de les insérer dans les structures. Et ça, on l'a appris de l'expérience de Thiès. Et autre aussi leçon apprise, c'est que parfois de modiques appuis, bien ciblés et encadrés, corrélés à un bon dispositif d'accompagnement coaching, sont à même de faire sortir ces groupes vulnérablement de la précarité. Souvent, on parle de microcrédits, mais on a eu des expériences où de tout petits crédits ont permis à des femmes de s'en sortir. Autre chose aussi, autre leçon apprise, c'est la pertinence de l'approche économique dans la lutte, la prévention des violences. Tout simplement parce que les activités économiques menées par ces femmes ont permis de faire naître au sein du couple, au sein du ménage, de nouveaux rapports, où la femme a plus confiance, ou en tout cas ça apaise le climat familial, et je pense que le but ultime, c'est arriver à un bien-être familial.
Et on a eu cette expérience, ces expériences aussi. Autre chose aussi, le réseautage, parce que les femmes, on les met en réseau. Et le réseautage, le renforcement de capacité, le coaching, permet aussi de développer le leadership des femmes, la mise en confiance, l'estime de soi de ces femmes qui sont souvent et qui ont été souvent malmenées par la vie. Et l'implication des collectivités territoriales qui est très importante, je pense qu'on en a parlé ce matin, surtout dans le cadre de la pérennisation de ces initiatives. Et dernier point aussi, et qui est relatif aussi à l'aspect protection sociale, c'est l'enrôlement des bénéficiaires dans les mutuelles de santé. Parce que souvent, on a vu que certaines, souvent, leurs activités sont plombées par la maladie du fils, par leur propre maladie, parce qu'elles tombent enceintes. Donc, l'idée nous est venue dans la deuxième phase, donc, de mettre un service en plus, le service, l'assurance maladie. Et ça, c'est quelques leçons apprises que nous voulions partager avec vous pour dire que, en tout cas, c'est important, tous les services que nous donnons aux victimes et survivantes de violences, mais l'aspect économique est très important, aussi bien dans la lutte que dans la prévention. Et donc, c'est un cercle vicieux, si on veut. Plus les femmes, moins les femmes sont autonomes en général, plus elles sont vulnérables aux violences. Et plus elles sont vulnérables aux violences, moins elles peuvent prétendre à l'autonomisation. Donc, je pense que ça, c'était ce que je voulais partager, parce que nous travaillons beaucoup sur la problématique des violences et j'en profite pour remercier aussi nos partenaires qui nous accompagnent, qui accompagnent le ministère dans ce chantier de la lutte contre les violences. Merci, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Awa. Je pense que nous sommes prises par le temps. Je pense qu'on est contraint de renoncer à une toute dernière partie du panel. La dernière grande question que je voulais poser en même temps à toutes les quatre panélistes. Mais ce que je peux ce qu'on peut prendre comme conclusion, c'est qu'on a vu que depuis la présentation de Mme Odile Faye, nous avons vu que tous les aspects ont été abordés quand même. Vous avez abordé les aspects du terrorisme, les violences, les conflits, les zones de conflit, les conflits intra- comme extra-étatiques, leur impact sur la sécurité et l'impact de l'insécurité sur les femmes et toutes les populations d'une manière générale, mais sur les femmes qui sont dans l'informel. Et qu'en zone d'insécurité, il n'y a pas possibilité de développer des activités informelles. Donc, également, c'est un blocage très dur. L'autonomisation économique des femmes donc, est difficile à faire dans une zone d'insécurité, ce qui a été aggravé également, ce qui est réel. L'autre insécurité, c'est la détérioration des conditions climatiques d'une manière générale, qui crée la précarité, qui crée qui risque d'amener du marasme économique, le marasme économique qui est lié à la sécheresse, à la disparition des terres, à la sanitisation des terres, etc., aux inondations et autres cataclysmes climatiques. La pandémie du sida également n'a rien arrangé, puisque là, on a vu que c'était vraiment une pandémie très grave qui a précarisé davantage les femmes puisqu'elles sont dans des emplois qui ne sont pas qualifiés et qui donc sont les plus vulnérables qui sont les premiers à disparaître en cas de pandémie. Mais Mme Faye a également souligné un aspect important également sur les répercussions négatives sur les femmes. C'est en cas de conflit, l'éducation est mise à épreuve. Mais ce qui est le plus grave et que j'ai noté, c'est la malgouvernance des ressources financières des États qui préfèrent mettre les ressources de l'État dans l'armement au lieu de les mettre dans la sécurisation sanitaire et économique des populations.
ce qui n'arrange pas du tout l'autonomisation, ni même la mise en sécurité des populations et dans les conditions. Et donc, on voit également que dans les zones de conflit, les périodes de conflit sont également des périodes propices au VBG, aux violences sexuelles. Et on se rend compte que maintenant, dans les grands conflits même, que le viol est érigé en arme de guerre. Et que donc la femme, dans tous les cas, c'est elle qui paye le plus lourd tribut de l'insécurité et des violences qui sont issues de ces conditions de vie qui sont déréglées, soit du fait de l'homme, soit du fait de la nature. Et dans ce cas, je pense que les efforts communs qui doivent être faits, et comme l'a dit par exemple Rose Fontec, c'est de voir comment peut-être positiver, tirer l'avantage des leçons de ces femmes qui vivent dans ces zones rurales, les utiliser comme éléments agents d'information, agents de renseignement pour trouver des solutions à ces conflits et également en contrepartie les capacités pour qu'elles puissent se prendre en charge et sortir de la précarité dans laquelle elles se trouvent. Parce qu'on a vu que dans les zones de Boko Haram également, c'est les femmes qui payent le plus lourd tribut. Par contre, je me réjouis vraiment de la leçon de la Côte d'Ivoire, vraiment, depuis la Constitution jusqu'aux différents textes qui ont été pris par le gouvernement, tout est mis en œuvre pour que la femme sorte de la précarité et qu'elle sorte de l'insécurité pour pouvoir quand même s'épanouir sur le plan d'abord social, éducationnel et économique. Et je pense que c'est une leçon à retenir de la Côte d'Ivoire. Et comme elle l'a si bien dit, je pense que plutôt que d'aller ailleurs, nous pouvons rester entre nous pour apprendre les leçons les unes des autres. Madame Awangir également nous a donné le contexte du PASNEC que nous partageons avec elle. Et en tant que présidente, en tant que présidente de l'association des juges sénégalais, je pense que je peux valider tout ce qu'elle a dit dans l'autonomisation des femmes et leur prise en compte dans leur accompagnement coaching que nous faisons avec l'appui du ministère de la Femme et que nous pensons que c'est une bonne stratégie qui nous permet quand même de sortir les femmes de la précarité. Car chez nous, les VBG et le grand fléau que nous déplorons encore ces jours-ci, c'est le fameux famicide, les fameux viols suivis de meurtres et tout. C'est les viols non dénoncés, c'est le fruit de la précarité économique. Les femmes sont extrêmement dépendantes. Et la lutte que nous menons contre ces viols-là, la non-dénonciation des viols quelque part, c'est parce que les victimes sont dépendantes des bourreaux et qu'elles sont obligées de subir ce viol, de subir ces crimes-là en silence parce qu'elles n'ont pas où aller, elles sont dépendantes économiquement. Et que donc la solution dans tous les cas se trouve dans l'autonomisation, la capacitation des femmes à se prendre elles-mêmes en charge et à assurer leur minimum vital. Je pense que c'est la leçon que nous pouvons tirer de tout ce qui a été dit ici depuis hier et que ce colloque est vraiment le bienvenu, et que comme on en a parlé depuis hier, ce serait une bonne chose que de l'institutionnaliser pour que chaque année, quand même, on fasse l'état des lieux et qu'on voit comment aller de l'avant dans l'autonomisation des femmes. Étant entendu, bien sûr, que ce n'est pas une chose qui peut se faire du jour au lendemain, mais que je pense que c'est un processus qu'il faut entamer et poursuivre pour que... Sur ce, vraiment, je voudrais vous remercier l'assistance d'avoir subi ce panel très rapidement et de vous donner la place au panel qui va nous suivre. Merci beaucoup.